Plus que de parler d'un cas clinique, je voudrais évoquer les situations cliniques et le raisonnement pour cette instabilité rotulienne potentielle. Alors, l'instabilité rotulienne potentielle, c'est une entité qui n'est pas très bien connue. Et en fait, c'est à l'intersection de la luxation épisodique de la rotule et des syndromes douloureux rotuliens. Ça a été très bien identifié dès 1982 et les patients se présentent avec le plus souvent des douleurs et parfois une appréhension sans véritable instabilité. C'est une situation qu'on rencontre plus fréquemment lorsque le patient a luxé sa rotule sur le genou opposé. Alors, on a évoqué ces différents facteurs d'instabilité qu'on va retrouver effectivement dans l'instabilité rotulienne potentielle. En fait, ce sont des patients qui n'ont jamais luxé leur rotule et qui présentent pourtant certains de ces facteurs. On peut retrouver une TAGT élevée, c'est assez rare, mais c'est possible, supérieure à 20 mm. Et ce qui est intéressant, c'est que dès 1987, tous ces facteurs d'instabilité ont été mesurés très précisément. C'était un plaisir pour moi de me replonger dans ces chiffres. Et vous voyez que chaque fois qu'il s'agit d'une instabilité rotulienne potentielle, on retrouve des valeurs intermédiaires entre les patients du groupe avec une luxation de la rotule et puis les patients qui présentaient des syndromes douloureux rotuliens. Ici, par exemple, la valeur moyenne de la TGT, elle était à 15 mm. On a aussi des patients qui présentent une rotule haute dans ce groupe des patients avec instabilité rotulienne potentielle. On peut avoir un tendon rotulien excessivement long, plus de 52 mm, et puis on peut retrouver les différents facteurs. Alors notez que les liens entre la rotule et la trochlée, dans ces cas-là, bien sûr, peuvent être anormaux et conduire à des lésions cartilagineuses. Et puis on a la dysplasie de la trochlée. Alors elle a été largement étudiée en 1987 et là encore on retrouve chaque fois pour le groupe des patients avec une instabilité rotulienne potentielle des valeurs intermédiaires, moyennes intermédiaires, entre un groupe témoin par exemple et un groupe de luxation de la rotule. Vous voyez ici par exemple l'angle trochléen qui est en moyenne à 131. Le ratio entre la longueur du versant interne et du versant externe de la rotule avait été aussi mesuré. Et puis, ce sur quoi a beaucoup insisté David, la proéminence, eh bien, là encore, on voit qu'il y a des valeurs qui sont intermédiaires. Elles ne sont pas franchement pathologiques, mais pour certains patients, elles peuvent bien sûr l'être. Alors, vous voyez ici, ce sont des patients très différents qu'on a évoqués récemment, avec pour l'un une proéminence extrêmement importante et pour l'autre une proéminence pratiquement à zéro. Ce patient il se plaint de douleur, on fait une IRM, on a l'impression qu'il peut y avoir des contraintes excessives sur la rotule et c'est ce qui a conduit l'équipe de Goutalier puis l'équipe de Beaufils à proposer cette trochléoplastie affaissement, je dirais, pour diminuer ces contraintes. Alors la difficulté, c'est qu'on se retrouve face à des patients qui, en fait, ont quelques anomalies morphologiques, mais qui n'ont jamais luxé la rotule. Et que faut-il faire? C'est ça la grosse difficulté. On sait que ces patients qui ont des instabilités rotuliennes potentielles, à long terme, présentent une arthrose fémoro-patellaire, de même que les patients qui ont luxé la rotule, bien sûr avec une évolution plus longue, mais ça explique bon nombre de ces arthroses fémoro-patellaires isolées. Tandis que les syndromes douloureux rotuliens, bien sûr, n'évoluent pas vers l'arthrose. Alors, pour conclure, on peut se dire que ces patients, ils ont un tableau clinique assez simple, que fréquemment, sur le genou qui n'a pas luxé sa rotule, on retrouve des anomalies morphologiques. On sait que ces patients vont présenter une arthrose fémoro-patellaire et quels gestes effectuer. Je crois que pour ces patients, c'est possible et assez logique, même si on le fait très rarement, de proposer un abaissement de la TTA ou une médialisation de la TTA. Corriger la dysplasie trochléenne, là ça devient un exercice beaucoup plus difficile. Ensuite,
Faut-il reconstruire le MPFL? À mon sens, ça n'a aucun sens comme geste isolé. Ça n'a aucune raison d'être, puisque la rotule, c'est pas luxé. Par contre, il est possible qu'effectivement, s'il y a des anomalies morphologiques, par exemple avec une dysplasie importante de la trochlée, il y a une certaine distension du MPFL. Donc le MPFL peut être considéré comme un geste ajouté, mais jamais de façon isolée. Enfin, les autres ostéotomies pour corriger des anomalies morphologiques sont beaucoup plus discutables. Donc vous voyez que c'est un sujet très difficile, et plus qu'un cas clinique, je vais vous montrer qu'on a finalement très peu de cas à opérer. Je vous remercie.